Au début, tu es détachée, confiante, parfois même jugeante. Et dès que tu commences à t'attacher à lui, tout change. Tu es anxieuse, tu stresses pour un message, tu déploies des efforts surhumains pour ne pas le perdre. Et bizarrement, c'est là que lui commence à se désintéresser. Alors pourquoi est-ce que tu perds ta confiance en toi dès que tu commences à aimer un homme? Et surtout, comment la garder? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode de cette semaine dans lequel on va justement aborder le sujet suivant, c'est-à-dire le sujet de l'anxiété amoureuse, de pourquoi est-ce que certaines femmes commencent à devenir anxieuses, à avoir peur de perdre l'autre, voire même à développer des comportements de dépendance émotionnelle dès qu'elles commencent à développer des sentiments. Et à l'inverse, pourquoi ces mêmes femmes, quand elles ne sont pas attachées, elles ont parfois une attitude, parfois même jugeante, parfois critique, qui n'est pas de la sécurité émotionnelle, mais qui est au contraire un mécanisme de protection. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment concrètement on fait pour rester confiante, pour rester ancrée en soi et sécure quand on aime un homme et quand on est célibataire finalement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, spécialisée dans les relations amoureuses et dans la guérison de la dépendance émotionnelle. Mon métier, c'est d'accompagner les femmes à être plus épanouies en amour en leur apprenant à s'aimer et à se sécuriser par elles-mêmes. Et pour ça, je vais vous accompagner à travers le monde ou à mon cabinet en région parisienne, à travers des outils nombreux et complémentaires, comme les constellations familiales, la PNL, l'hypnose. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux et les plus connus. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes qui sortiront. Et pour celles qui ne sont pas au courant, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui vous invite. Et pour celles qui ne sont pas au courant, sachez qu'il y a une formation offerte que vous pouvez télécharger et qui vous aide justement à sortir des schémas répétitifs en amour. La formation est dans la description sur le deuxième lien proposé. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, l'objectif du jour, c'est justement de comprendre pourquoi est-ce que certaines femmes vont justement perdre leur confiance en elles, leur sécurité intérieure, leur centre, et tout simplement leur capacité à être sûres d'elles, leurs moyens, quand elles vont développer des sentiments amoureux. Et ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre l'enchaînement dans lequel cette anxiété apparaît. C'est intéressant de comprendre aussi dans quelle posture est-ce qu'elles étaient avant, parce que ce qu'on pense parfois être de la confiance en soi, c'en est pas toujours. C'est-à-dire que dans certains cas, et je précise bien que c'est dans certains cas, c'est pas une vérité générale, il y a certaines femmes qui, quand elles vont rencontrer un homme pour la première fois, le fréquenter pour la première fois, lui parler pour la première fois, elles vont être dans ce que moi j'appelle un faux détachement, qui est en fait une protection de soi par le jugement de l'autre. Encore une fois, c'est le cas de certaines femmes. Et donc au début, elles vont sentir qu'elles ont un peu une position de pouvoir, une position de force, elles vont se sentir en confiance, parce qu'en fait, elles vont se placer au-dessus de l'autre dans la relation, dans la rencontre, et elles vont justement avoir une posture très détachée, mais parce que justement, c'est une façon pour elles de se protéger. Et c'est un petit peu comme si, vous savez, c'est comme si elles étaient dans une sorte de tour, vous savez, les tours d'observation qu'on voit dans les châteaux, où on vous disait, ah bah là, les guerriers se mettaient à cette tour pour observer les monts et les ennemis qui pouvaient arriver. Bah là, c'est un petit peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est plutôt un fonctionnement, en fait, de l'ego, non pas que ce soit forcément un fonctionnement égoïste ou un fonctionnement mauvais, c'est pas du tout ce que je veux dire par là, mais quand je dis de l'ego, c'est que c'est la partie de nous qui vise à nous protéger et qui du coup va viser à nous protéger par l'évaluation, par le jugement, par la critique, par parfois justement la comparaison avec d'autres hommes avec qui elles parlent, ou voire même avec des hommes qu'elles ont connus dans le passé, qu'elles ont mis sur un piédestal, voire même qu'elles n'arrivent pas à oublier. Et donc, ça va être des moments où, certes, elles sont très détachées parce que justement, elles ne sont pas impliquées émotionnellement. Et donc, c'est des moments où elles vont d'ailleurs beaucoup critiquer l'autre intérieurement, beaucoup se poser de questions, chercher des défauts, chercher des incohérences et réfléchir plutôt avec leur mental, la partie encore une fois très égotique, très comparée, qui compare beaucoup, qui analyse beaucoup, plus que voir l'autre tel qu'il est réellement. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, et je crois, si je ne me trompe pas, dans la vidéo de la semaine dernière, que parfois, justement, ce comportement de protection peut nous pousser à nous protéger de l'amour, nous couper de l'amour, nous couper de notre capacité à aimer l'autre pour ce qu'il est vraiment et à nous laisser aimer pour ce qu'on est vraiment. Et donc, ça peut être aussi très problématique. Et donc ça, bah, c'est pas de la confiance en soi. En fait, c'est de la protection. C'est une stratégie pour garder le contrôle.
Parce que tant qu'on se positionne au-dessus de l'autre, on ne risque rien, puisque quelque part, on se désinvestit émotionnellement, on se coupe de nos émotions pour sentir qu'on a le contrôle sur nous-mêmes, sur la situation. Mais encore une fois, quand ça n'empêche pas la personne ensuite de s'attacher, c'est pas forcément problématique. Ça reste un mécanisme de protection, comme on en a tous. C'est juste que dans certains cas, c'est plus extrême que d'autres, et donc forcément, c'est plus souffrant que d'autres. Là où justement il va y avoir une bascule, c'est quand justement on passe de ce mécanisme de protection qui vient de l'ego à la blessure. Et je vous donne en mille, la blessure, elle aussi, elle vient de l'ego. Pourquoi ? Parce que toutes nos blessures, ce sont des blessures de parties de nous blessées du passé. C'est souvent pour ça qu'en séance, moi je vais souvent dire à la personne, je vais souvent lui suggérer que ça vient d'une partie d'elle plus petite du passé. Plus petite parce que justement, elle n'est pas consciente de toutes ses ressources, de toute sa valeur et de toute sa capacité à se sécuriser intérieurement. Plus petite aussi parce que souvent, très souvent, ça vient déjà d'une partie d'elles du passé qui a été petite. Ça peut être des blessures qu'elles ont vécues dans leur enfance, ça peut être des blessures qu'elles ont vécues étant adolescentes ou étant plus jeunes. Et donc du coup, au niveau de la temporalité, ça vient très souvent, en fait, réactiver une blessure qui était déjà là à la base. Et donc à ce moment-là, quand les sentiments commencent à se développer, c'est là que tout bascule. C'est-à-dire que le bouclier de l'ego tombe, parce que forcément, pour s'investir, pour tomber amoureux, il faut forcément permettre à une vulnérabilité d'advenir. On peut pas à la fois être amoureux de l'autre, c'est-à-dire être attaché à lui, et en même temps être dans le bouclier, dans la protection. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Ou alors ça va être un attachement très ambivalent, avec des phases de dépendance et des phases de retrait. Mais on peut jamais être à la fois dans l'attachement et dans le détachement. C'est pas possible. On peut avoir un équilibre, bien sûr, mais on peut pas à la fois être amoureux de l'autre et complètement se désinvestir émotionnellement et ne pas s'impliquer émotionnellement. Donc forcément, quand il y a des sentiments qui commencent à arriver, c'est là que le bouclier de protection il va tomber, que l'émotion va arriver, et surtout c'est à ce moment-là que quand la personne, eh bien, elle n'a pas traité sa peur de l'abandon ou qu'elle n'en avait pas conscience, eh bien cette peur-là va venir se réactiver. Parce que dans ce cas très précis, c'est vraiment une peur de l'abandon qui se réactive. Quand vous sentez que vous devenez anxieux à l'idée de perdre l'autre, que vous développez des comportements de dépendance, comme courir après lui, vous plier en quatre pour le voir, comme stresser à chaque message que vous lui envoyez ou à chaque message que vous recevez de lui, dès qu'il a employé un mot, une tournure de phrase, vous commencez à vous dire mais c'est mort, il commence à se désintéresser, c'est sûr qu'il est en train de parler à d'autres femmes, etc. Là, ça vient vraiment réactiver une blessure d'abandon qui très souvent était déjà là à la base. Et donc c'est là que c'est intéressant justement, c'est qu'en fonction de l'histoire de chaque personne, cette blessure d'abandon, elle a un sens particulier. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être vraiment plein de situations différentes, mais typiquement une femme qui toute sa vie durant a toujours couru après les hommes qui l'intéressaient, soit parce que c'était tout le temps des hommes inaccessibles, des hommes indisponibles, des hommes qui ne la regardaient pas, des hommes pour qui elle n'était jamais assez, ou pour qui elle était aimée, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle faisait ou pour ce qu'elle représentait. Et donc une femme qui a toujours eu comme réalité, qu'elle a évidemment inconsciemment nourrie par des croyances, par certaines injonctions, par certaines visions aussi de ce qu'est l'amour et certaines attentes par rapport à elle-même, ou des attentes qu'elle a prises sur elle et qu'elle a assimilées, eh bien, pour cette femme-là, ça va être très compliqué de se rendre compte qu'elle est attachée et qu'elle va rester confiante, détachée, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, parce que dès lors qu'elle ressent de l'amour, elle va se sentir anxieuse, parce que elle a assimilé par le passé être amoureuse à perdre l'autre. Être amoureuse à quelque part être plus faible que l'autre, avoir une faiblesse, et donc elle a assimilé ça à je dois surperformer pour maintenir l'intérêt de l'homme. Je suis amoureuse, donc j'ai peur de le perdre, et comme j'ai pas envie de perdre l'autre et que c'est tout le temps ce qui arrive, et bah pour essayer de traiter mon anxiété, je vais justement me mettre à courir derrière lui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas le faire parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, mais je vais le faire parce que être anxieuse, envoyer des messages, me justifier, ça va être une façon pour moi d'essayer de maintenir un contrôle. Ça sert à ça, l'anxiété dans ces cas-là. C'est-à-dire que on va stresser parce qu'en fait, on veut anticiper. On va s'imaginer le pire parce qu'on veut anticiper ce qui peut se passer. Ou on va imaginer un scénario qu'on va rendre réel.
ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, où tout simplement, on va disqualifier tout le positif qu'il y a dans la situation pour ne se concentrer que sur le négatif. En fait, c'est des tentatives d'anticipation. Et donc, ce que je peux vous expliquer, c'est qu'une personne qui, toute sa vie amoureuse, a eu justement cette stratégie de contrôle de dès que j'ai peur de perdre l'autre, dès que j'ai des sentiments, il faut que je le retienne, il faut pas que je le perde, et donc du coup je dois surperformer pour maintenir son intérêt, bah, ça va être très compliqué pour elle de se laisser porter tout en gardant son ancrage, tout en gardant quelque part sa sécurité intérieure et sans aller trop vite, parce que elle a intégré émotionnellement et dans son corps que dès que je ressentais de l'amour, il faut que je cours vers l'autre, il faut que je gagne la course, il faut que je lui montre que je suis la femme de sa vie, parce qu'il faut surtout pas que je lui perde. Il y a cette peur qui arrive constamment. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de remarquer à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle vient réactiver cette anxiété, depuis quand cette peur elle existe, et pour ça il y a des protocoles très précis, notamment en programmation neurolinguistique ou en hypnose, il y a vraiment différentes manières de le traiter, ou en PNL par exemple, on va remonter grâce à l'ancrage de cette peur jusqu'à la première expérience originelle où la personne elle a ressenti ça dans sa vie amoureuse ou même familiale. Ou par exemple en hypnose, pareil, on va faire la même chose, on va lui demander de se concentrer justement sur la peur qu'elle ressent et d'aller rechercher justement l'origine de cette peur-là. C'est deux manières de le traiter qui permettent justement de comprendre d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que au fil du temps ça s'est accumulé et ça s'est renforcé. Et donc justement, c'est à ce moment-là que bah, la peur de pas être assez, la peur de demander trop, la peur d'être perçue comme trop chiante, trop en demande, etc., elle apparaît. Et à ce moment-là, eh ben, le comportement que vous allez avoir, il est absolument pas naturel et surtout, il est dicté par vos peurs. Donc, il est très très mauvais. Et donc, ce qu'on observe à ce moment-là, c'est justement un renversement de l'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'expliquais, la femme est entre guillemets en position de pouvoir, je contrôle, je maîtrise, je juge, je critique, je compare. Et donc, du coup, je ne suis pas impliquée émotionnellement, je n'ai rien à perdre parce que je ne développe pas de sentiments pour l'autre, voire même des fois, je me coupe de mes ressentis ou je cherche les erreurs pour ne pas m'attacher. Et quand il y a de l'attachement qui survient, eh bien, justement, il va y avoir un renversement du jeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, l'homme était en train de vous séduire, de vous conquérir, de planifier les rendez-vous, de voir si vous étiez intéressé. Et à partir du moment où vous développez des sentiments et que du coup, résultat, vous devenez anxieuse, c'est vous qui allez, par peur de perdre l'autre, vous mettre à courir derrière la personne et justement, le jeu de pouvoir va justement se renverser. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous allez superformer, vous faites trop d'efforts, vous vous adaptez en permanence, vous cherchez à lui plaire, vous avez peur de le perdre. Et puis surtout, vous vous justifiez aussi. Vous voulez anticiper les besoins de l'autre, vous voulez traiter toutes les résistances. Il a des doutes, il émet une réflexion, vous allez justement avoir le rôle de pourquoi tu ne dois pas avoir de doute, pourquoi est-ce que je suis la meilleure personne pour toi. Vous allez justement vous mettre à stresser et à faire ressentir justement votre stress à travers des comportements de suradaptation. Non pas que vouloir voir l'autre soit un problème, non pas que lui demander tiens on pourrait faire ça, quand est-ce que tu es disponible soit un problème, mais quand finalement ça devient de la suradaptation et que ce qui en ressort c'est votre peur de perdre, là ça devient problématique. Parce que le message inconscient que vous renvoyez, c'est je dois faire des efforts énormes pour que tu m'aimes, sous-entendu, parce qu'en fait c'est pas naturel que je sois aimée pour ce que je suis, c'est pas naturel que je reçoive de l'amour sain et simple sans avoir à forcer, et c'est pas naturel que je puisse justement attirer une personne qui est là sans que j'ai rien à faire, sans que j'ai rien à prouver. Et c'est ça qui devient problématique. C'est pas le fait d'être attaché à l'autre qui est un problème, sinon on peut jamais être en couple, on peut jamais être heureux avec quelqu'un, on peut jamais être soi-même. Le problème, c'est justement cette anxiété qui va se ressentir. Regardez, exemple, admettons que vous rencontrez un homme qui vous semble très sympathique, très intéressant, et du jour au lendemain, cette personne, elle vous colle, elle vous regarde comme ça, elle transpire quand elle vous parle, elle est stressée, elle a une petite voix où elle vous dit mais est-ce que tu es sûr que tu as envie de me revoir? Et mais qu'est-ce que tu me trouves? Parce que moi je me trouve rien. Bah voilà, moi je suis pas sûre de ce que j'ai comme valeur, mais en fait on peut éventuellement, enfin moi je peux m'adapter, tu sais, je peux faire en sorte que. Et la personne elle vous transmet ce stress, cette peur et au final, cette mésestime d'elle-même parce qu'elle n'a pas confiance en elle, alors qu'à la base, bah justement, c'était une personne qui avait tout pour vous plaire. Et ben en fait, ça va commencer à vous faire douter. Parce qu'une personne qui n'est pas sûre d'elle-même, c'est une personne qui au final vous montre qu'elle est même pas sûre du choix que vous êtes en train de faire.
C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de vous attacher à la personne, vous sentez que la personne, elle a besoin de vous pour aller bien. Elle a besoin que vous la sécurisiez, que vous la consoliez pour aller bien. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire douter, nous faire nous poser des questions. Et donc du coup, on sent que c'est pas fluide, on sent que c'est pas équilibré, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, on va prendre de la distance. Et plus on va prendre de la distance, ou simplement agir normalement sans se précipiter, plus ça va stresser l'autre, plus il va courir derrière nous, plus il va être pressant, et plus ça va commencer justement à être étouffant et à mettre une forme de pression. Et donc, le résultat, c'est que la personne se met en dessous de nous, elle perd son centre, elle devient dépendante justement de nos réactions à nous, ou à l'inverse, la femme devient dépendante des réactions de l'homme, et justement, la personne commence à se désintéresser et à fuir justement cette peur, ce stress et cette anxiété qui est projetée en plus sur la personne, sur l'homme qui n'a rien demandé. Et donc c'est ça justement qui explique ce renversement de l'intérêt ou ce renversement des jeux de pouvoir dans la relation. Ce qui est très important à comprendre dans cette situation, c'est que le vrai problème, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas votre attachement. Le vrai problème, c'est que vous perdez votre centre. C'est ça le gros problème en fait. Parce que tant que vous n'avez pas justement compris d'où ça venait, pourquoi c'était là, et que vous n'avez pas trouvé de moyen de pouvoir reprogrammer votre manière de vous attacher en « Ah c'est super, je suis calme, je prends soin de moi, j'observe l'autre, je vais à mon rythme, tout se passe bien, je suis en sécurité », tant que vous n'avez pas fait ça, le mécanisme va constamment se répéter. C'est-à-dire que plus vous allez vous attacher, plus vous allez perdre votre centre, plus vous allez laisser votre peur de l'abandon diriger vos réactions, vos mots, vos comportements, car au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond de vous-même, il y a très souvent associé à ça une croyance profonde que l'amour sain et simple n'est pas possible pour moi, je ne peux pas être choisie par un homme, tel que je suis, je ne mérite pas d'être aimée, ou pour être aimée, je dois surperformer, je dois faire des efforts constamment énormes. Et donc du coup, l'amour dans sa simplicité la plus pure, la plus gratuite, en fait, vous ne l'acceptez pas. Vous y résistez et vous rejetez ça parce qu'en fait, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas ça. Ça vous fait peur parce que si vous acceptez ça, vous allez potentiellement souffrir et être abandonné. Donc, en réponse à ça, vous préférez faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire contrôler. Je vais contrôler l'intérêt et l'amour de l'autre. Je vais contrôler mes sentiments et ma peur, justement, de ne plus être aimé, d'être abandonné, en cherchant des comportements de contrôle. Sauf que les résultats, c'est que vous agissez par peur et ça accélère le désintérêt de la personne ou le manque de fluidité de la relation. Et puis l'autre aussi, il va remarquer que vous avez peut-être des problématiques en termes de manque de confiance en vous, et comme je vous le disais, ça peut lui faire peur, ça peut lui poser question, et c'est dans ces moments-là où souvent, la personne, elle vous sort un truc du genre non mais tu sais, je crois que tu as encore des blessures, je crois qu'au fond, c'est pas le moment », parce qu'en fait, elle commence à douter. Alors, encore une fois, l'intérêt de l'autre reste l'intérêt de l'autre, vous ne portez pas tout sur vos épaules, mais ça peut quand même beaucoup jouer. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer à ce moment-là, c'est que le vrai problème, c'est que votre ancre émotionnelle, votre ancrage, votre centre émotionnel, il passe de intérieur, au début, je suis détachée, je suis connectée à moi-même, à extérieur. C'est-à-dire que cette fois-ci, mon ancre émotionnelle, mon centre émotionnel va être orienté vers l'autre, vers ses réactions, vers ses comportements à lui vis-à-vis de moi. Et c'est là où ça pose problème, parce que ça, c'est la définition même de la dépendance émotionnelle. Je suis anxieuse parce que mon centre émotionnel est orienté vers l'autre, focalisé vers l'autre, et donc dépendant de l'autre. Donc vous devenez une femme qui attend, qui stresse, et ça fait tout capoter. Donc maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, et là on va plutôt s'intéresser justement à la solution, c'est de comprendre que justement, il faut remplacer le contrôle du début par protection et le contrôle de la suite par anxiété ou par la peur, par de l'observation. C'est-à-dire qu'au début, vous observez les choses pour les contrôler, pour les juger. Est-ce qu'il est assez bien? Est-ce qu'il me correspond? Est-ce que ça va pas poser problème? Ce qui peut être une bonne chose, mais qui, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, poussé à l'extrême, peut être limitant ensuite pour vous attacher, pour nouer des relations sincères et authentiques avec les autres. Mais maintenant, ce que vous devez apprendre à faire, c'est justement à observer pour choisir une meilleure réponse. Plutôt que de se dire « je suis anxieuse, je dois courir après lui, je suis en train de le perdre », parce que souvent c'est ce qui arrive. Je suis anxieuse, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en stress, donc je suis en train de le perdre. Donc il est en train de parler à une autre femme. Donc du coup, il est en train de se désintéresser. Donc,
je vais courir après lui et je vais faire un effet boule de neige avec mes comportements qui vont étouffer la situation. Maintenant, c'est je suis anxieuse, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que cette anxiété, elle veut me dire? D'où elle vient? Qui parle à l'intérieur de moi? Entre guillemets, la partie de moi stressée, qui a été abandonnée, qui n'a pas été aimée par son papa. Si vous savez le nombre d'histoires que j'ai en séance, ça peut paraître cliché de dire ça, mais en fait, ça vient de loin, ça vient de votre histoire familiale, ça vient de votre histoire personnelle, ça peut venir de plein de raisons, des deuils que vous n'avez pas faits, des gens que vous avez perdus, des expériences qui vous ont fait énormément souffrir, j'ai aimé, j'ai été abandonnée, peu importe, identifiez d'où ça vient. Ok, ça vient de là. Est-ce que pour autant je dois réagir avec ça? Non. Est-ce que ça veut pour autant dire que l'autre ne s'intéresse pas à moi? Non. Ou qu'il est en train de perdre son intérêt? Non. Et même s'il perd son intérêt, en fait, est-ce que ça veut dire que moi je dois courir après lui? Est-ce que ça veut dire que je deviens sa mère, son infirmière ou sa psychologue? Non, pas du tout. Je ne veux pas d'un homme qui ne veut pas de moi. Donc en fait, si tu perds ton intérêt alors qu'au début tu étais intéressé, c'est que tout simplement, c'est pas par moi que tu étais intéressé. C'était peut-être par ce que tu t'étais imaginé de moi. Peut-être que finalement tu t'es dit elle est sympa, puis après quand t'as vu les efforts qu'il fallait faire, ça t'a saoulé. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Je reste moi-même, je reste fidèle à moi-même. Donc en fait c'est simple. Si on a envie d'évoluer ensemble, c'est tous les deux qu'on va agir positivement de manière constante pour la relation en s'investissant de manière équilibrée. Donc en fait, il n'y a pas de stress à avoir, puisque dans tous les cas, si tu ne veux pas être avec moi, tu me sortiras des excuses, peut-être que c'est lié à tes blessures, je m'en fous, et dans tous les cas, si ça doit pas se faire, c'est que soit t'es pas capable de t'engager pour des raisons qui te sont propres, ou que soit finalement tu t'es désintéressé, mais ce n'est pas lié à moi, puisque je ne peux pas changer ma personnalité pour te plaire. Ma personnalité, elle est unique. Sinon, c'est que j'ai un trouble de la personnalité. Mais en fait, soit je te plais pour ce que je suis, et toi, t'es constant dans ton intérêt, ou alors c'est que c'était pas très sincère, ou alors tu changes toi-même de personnalité, je ne sais pas. Mais en fait, ma personnalité, elle est propre. Donc en fait, soit je te plais, soit je te plais pas. Soit tu sais ce que tu veux, soit tu ne le sais pas. Donc en fait, l'intérêt, soit il est là, soit à un moment donné, il va se perdre. Mais moi, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai à faire, c'est-à-dire être présente, être à l'écoute, me montrer intéressée. Je ne vais pas donner plus que ça. Et donc, du coup, une fois que j'observe mon anxiété, ok, elle est là, je la traite. Moi, dans mes séances de thérapie, j'apprends à mes clients des outils qui viennent de ce qu'on appelle la DNR, la reprogrammation neuronale, qui permettent justement de gérer les émotions. Il y a aussi des outils de coaching, d'ailleurs, qui sont présents dans le livre, qui permettent aussi de mieux gérer son état émotionnel. Et ensuite, une fois que mon émotion, elle est passée, que j'ai compris quelles étaient mes erreurs de pensée, que j'ai compris quelles étaient mes peurs, mes croyances limitantes, avec encore des outils que je transmets à mes clients en séance, notamment la fiche ABC ou la fiche sur les erreurs de pensée, ou encore la tactique du zigzag, enfin il y en a vraiment plein, celle sur l'intelligence émotionnelle, enfin des outils de FT, tout ça. À ce moment-là, je cherche une meilleure réponse, c'est-à-dire les faits sont que il n'a pas répondu à mon message, je lui ai écrit, je le laisse répondre. Finalement, c'est moi qui n'ai pas répondu, je réponds. Des choses simples. Qui a donné quoi? Qui s'est investi quand? Qu'est-ce qui me paraît équilibré? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que la clé, c'est pas de ne pas aimer, c'est pas d'être évitante, c'est pas un objectif d'être évitante, c'est pas d'être détachée. C'est d'aimer, mais en gardant son centre intérieur. Aimer, se laisser porter, mais garder sa sécurité intérieure et puis garder aussi sa dignité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Moi, je peux t'aimer, je peux te donner, on peut faire ce que tu veux ensemble, mais je peux pas aller au-delà de ce qui est juste pour moi. Parce qu'en fait, si je fais ça, la relation, elle sera déséquilibrée et dans tous les cas, ça ne marchera pas. Parce que soit ça va m'épuiser, je vais être malheureuse et je vais partir, ou soit dans tous les cas, c'est toi qui partiras parce que tu sentiras que c'est pas équilibré. Donc je ne peux pas faire plus dans tous les cas que apporter ce qui est équilibré et attendre de l'autre qu'il m'apporte ce qui est équilibré aussi. Donc quelque part, garder sa sécurité intérieure et aimer de manière saine, c'est accepter la possibilité que l'autre parte. Mais ça, c'est vrai dans toutes les relations. On peut pas contrôler l'autre. Même quand on se marie, il peut y avoir un divorce. Là, c'est pareil. On ne peut pas contrôler les sentiments de l'autre. On doit avancer en aimant l'autre, en lui donnant le meilleur de soi, mais en sachant que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est agir pour le bien de la relation, tout en sachant qu'une relation, c'est une construction commune. Donc, il faut qu'il y ait un consentement commun, un investissement commun, sinon ça ne peut pas marcher. Et du coup, je trouve que dire ça soulage dans le sens où ça enlève des responsabilités.
Ça enlève justement la responsabilité de devoir surperformer et ça enlève aussi la croyance que c'est à vous de tout faire pour que ça marche ou que vous devez tout contrôler, que vous devez tout gérer pour que ça marche. C'est des foutaises, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a une part qui vient de l'autre aussi. Donc, du coup, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que dans ce cas-là, il peut y avoir une nécessité de travailler sur les croyances profondes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, enfin même très souvent, quand on voit qu'une personne a des comportements qui la font souffrir en amour, qui ne sont pas appropriés, courir après quelqu'un, etc., manquer de confiance en soi, être anxieuse, etc., en fait, c'est pas sur les comportements qu'il faut travailler. Parce que si vous travaillez sur les comportements, tant que vous ne traitez pas la peur qu'il y a en dessous, ça reviendra. Les comportements, c'est une conséquence. Ce qui est intéressant, c'est de revenir à quelle est l'émotion sous-jacente et d'où vient mon émotion. Quelle est ma croyance profonde qui me fait souffrir et qui me fait croire qu'en fait, je ne peux pas aimer sans vouloir contrôler mes sentiments, sans vouloir contrôler l'autre, sans avoir peur de perdre l'autre. Et souvent, ça peut être en lien avec des croyances profondes ou même en lien avec certains schémas qui se répètent dans votre vie. C'est un petit peu le cas quand une personne, elle va vous dire, mais en fait, Chloé, je sais pas c'est quoi ma croyance profonde, mais en fait, tout ce que je peux te dire, c'est que ça a toujours été comme ça. C'est une blessure que j'ai depuis toujours. J'ai l'impression que depuis toujours dans ma vie, c'est tout le temps comme ça. Souvent, ça veut dire qu'il y a en fait une blessure qui s'est accumulée et qui en fait dirige votre vie. C'est vraiment comme un parasite qui dirige votre vie. Et en fait, vous êtes programmé pour agir tout le temps de la même manière parce qu'en fait, c'est même plus une question de croyance, c'est une question de programmation, de mémoire. Et donc, dans ces cas-là, en plus de travailler sur les croyances, sur la gestion émotionnelle, c'est intéressant d'aller travailler sur la déprogrammation de ces schémas limitants qui peuvent venir de très loin. On peut le travailler soit en programmation neurolinguistique, soit en hypnose. Et ça se fait très bien en visioconférence ou dans un cabinet en présentiel. Du coup, j'utilise cette transition-là pour vous parler de mon accompagnement. Donc, moi, je fournis des accompagnements individuels justement pour vous aider à pouvoir être sereine dans une relation amoureuse, pouvoir justement vous sentir suffisamment confiante, guérie et apaisée pour pouvoir accueillir l'amour sain dans votre vie. Et donc, justement, mon métier de tous les jours, c'est de vous accompagner à guérir justement ces schémas du passé, ces peurs, mieux gérer vos émotions, être plus confiante intérieurement, vous sécuriser intérieurement, pour ne plus justement avoir des émotions parasites, des comportements limitants qui vous empêchent ensuite d'être dans une relation qui soit saine. Et donc du coup, dans mes accompagnements, que ce soit à distance ou en présentiel, je vais justement utiliser tous les outils auxquels je suis formée, donc la PNL, le coaching de vie, les constellations familiales, l'hypnose, différents types d'hypnose, les constellations familiales, j'ai déjà dit, la reprogrammation neuronale, la Kundalini activation, enfin j'ai vraiment différents outils qui me permettent de vous accompagner sur ces différents plans à travers plus d'une dizaine de séances, donc l'accompagnement dure 6 mois, et à chaque étape, on va justement travailler sur ce qui a besoin d'être dénoué et débloqué. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement, que vous vous demandez si c'est le moment pour vous d'être accompagné, si ça peut vous convenir, vous correspondre, je vous invite justement à réserver votre appel offert avec moi. Donc c'est un appel qui vous permet justement de prendre contact avec moi. Moi, ça me permet justement de mieux comprendre votre problématique, de vous expliquer qu'est-ce qui doit être changé, comment est-ce que je travaille. Et ensuite, si vous avez envie justement de vous lancer dans ce travail avec moi, je vous dirai comment est-ce que mon accompagnement fonctionne et comment est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble. Donc le lien pour réserver cet appel, c'est le premier lien en description. Il est vraiment juste en dessous quand vous cliquez sur la description. Et enfin, pour terminer, je vous parle de mon livre S'aimer plus. Ça me fait trop plaisir parce que vous êtes nombreuses chaque semaine à toujours le commander. C'est une super étape pour les personnes qui commencent à travailler sur elles, qui n'ont pas forcément envie d'être accompagnées. Et puis j'ai aussi des personnes qui, pendant leur accompagnement, aiment beaucoup lire le livre parce que ça leur apporte un supplément. Mais je trouve que c'est une très très bonne étape pour plein de choses, parce que ce livre, en fait, c'est un guide qui vous explique comment fonctionne la dépendance affective, d'où elle vient, y compris comment elle se forme dans le cocon familial. Ça vous donne des outils très concrets issus de la PNL, du coaching ou encore des constellations familiales à travers des tests, des outils et des exercices pour comprendre dans quel schéma dysfonctionnel est-ce que vous êtes, comment les changer. Ça donne aussi des outils évidemment pour travailler sur ces croyances profondes. Il y a des outils que j'utilise dans mes séances que j'ai mis dans le livre et ça vous donne aussi des outils pour travailler sur l'estime de soi et sur le fait de s'ouvrir à l'amour sain avec confiance et sagesse. Donc le livre, il coûte 25 €. Avec la livraison, ça vous coûte au total 33 €. Il est livré en France, aussi en Belgique, en Suisse
et dans d'autres pays, mais il y a des liens particuliers pour les autres pays. Donc, si vous n'êtes pas en France, dites-le moi plutôt dans les commentaires, comme ça je vous transmettrai le lien qui est précis pour ça, parce que forcément les frais de livraison coûtent plus cher à l'étranger. De mémoire, pour la Belgique, je crois que c'est 35 € et 40 € pour la Suisse. Voilà. Et donc si vous souhaitez le commander, vous avez le lien de commande dans la description. Je vous l'envoie en une semaine et vous le recevez dans votre bureau de poste. Vous pouvez le retirer très rapidement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions. Et on continue à se voir dans les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.